Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule du cours de virologie médicale. Alors, après avoir vu les principales propriétés du virus, dans cette capsule, nous allons voir de plus près la structure des virus. Et comme mentionné précédemment, les trois constituants d'un virus sont le génome, la capside et l'enveloppe. Parlons du génome d'abord. Les virus sont exceptionnellement variés quant à la nature de leur génome. Ainsi, on trouve 4 types possibles, de l'ADN ou de l'ARN. Ce génome peut être soit simple brin ou double brin, et ceci dans les deux types, ADN ou ARN. Et oui, chez les virus, on retrouve de l'ARN double brin, qui n'existe nulle part dans le monde du vivant. Et le génome viral varie aussi fortement par sa taille. Ainsi, le génome de type ADN est très variable. Ça peut aller de 3 à 300 kilobases. Le génome de type ARN est généralement de plus petite taille, 10 à 20 kilobases. Le génome de type ADN est caractérisé par une plus grande stabilité que ne l'est le génome de type ARN, qui est plus variable, c'est-à-dire qui subit des variations de son génome, voire même des mutations. Vous avez certainement entendu parler de la permanente variation des virus ARN, tels que le virus de la grippe, qui varie d'année en année, ou encore en ce moment le coronavirus, où l'on parle de nouveaux variants. Alors, comment explique-t-on cette variabilité ? Comme vous le savez, le génome des êtres vivants, y compris le nôtre, est affecté par des anomalies lors de sa réplication, sous l'effet d'erreurs fortuites ou d'agents externes. Et heureusement pour nous, il existe des enzymes qui réparent ces erreurs. Enzymes telles que l'ADN polymérase. Elle est très efficace, elle permet de détecter la moindre petite erreur et la répare. C'est ainsi que chez les virus à ADN, c'est la même chose, c'est l'ADN polymérase qui répare ces erreurs. Par contre, chez les virus à ARN, l'ARN polymérase, cette fois-ci, ce n'est pas l'ADN polymérase qui intervient, mais l'ARN polymérase qui répare. Cette ARN polymérase est moins efficace pour la détection de ces erreurs. C'est ce qui explique pourquoi les virus à ARN sont particulièrement sujets aux variations génétiques. Et le génome viral est empaqueté ou emballé dans une structure appelée capside. C'est une sorte de boîte. Et la capside a une conformation géométrique qui, selon les virus, les espèces, la capside peut être soit polyédrique à gauche de votre écran, soit tubulaire ou hélicoïdale à droite de votre écran. Et la capside qui est à gauche est dite icosaédrique parce que c'est un polyèdre. Alors c'est quoi un polyèdre? Un polyèdre en géométrie, c'est un solide à 3 dimensions qui a plusieurs faces. Poly pour dire plusieurs, èdre pour face. Ici, ce polyèdre a 20 faces. C'est donc un icosaèdre. D'où la dénomination de capside icosaédrique, car la capside est un polyèdre à 20 faces. Pour simplifier, parfois on parle de capside cubique. C'est plus facile à prononcer. Les capsides hélicoïdales, quant à elles sont appelées ainsi car elles ont une forme en hélice, comme ceci, ou en spirale, raison pour laquelle on les appelle capsides hélicoïdales ou tubulaires, parce qu'elles forment un tube creux. Comme vous pouvez le voir, c'est un tube qui est creux à l'intérieur. Et le rôle de la capside est de protéger le génome viral. Et elle a un deuxième rôle chez les virus nus. Donc attention, vous notez bien ceci. Le deuxième rôle de la capside chez les virus nus seulement, c'est que c'est
au niveau de la capside que se trouvent les protéines d'attachement du virus qui vont reconnaître les récepteurs de la cellule hôte. Ça, c'est très important de le noter. Chez les virus nus seulement, les protéines d'attachement se trouvent au niveau de la capside. Et la capside tubulaire ou hélicoïdale est un long tube ou un cylindre creux constitué de plusieurs copies de protéines. C'est ce qui est en marron ici. C'est la même protéine qui se répète plusieurs fois. Protéines codées par le génome viral. Et ces protéines virales sont appelées capsomères. Tous identiques, qui s'associent suivant un arrangement en hélice ou en spirale pour former un tube rigide. Donc c'est très solide comme capside. Et cette forme de capside hélicoïdale n'existe pas chez les virus à ADN. Elle n'existe que chez les virus à ARN. Mais attention, cela ne veut pas dire que tous les virus à ARN sont hélicoïdales. Il y a également des virus à ARN icosaédriques. Et vous remarquerez que le génome ici, le génome, l'ARN, est enroulé en spirale. Et les capsomères sont fixés sur le génome. En fait, c'est le génome qui est en spirale. Exemple, vous avez le virus de la mosaïque de tabac. C'est un virus tubulaire à ARN. La capside icosaédrique est tel un ballon de football qui est solide en raison de sa structure icosaédrique. Le ballon de football, c'est une structure icosaédrique qui lui confère cette solidité. Et vous remarquerez que la structure est creuse à l'intérieur, avec l'acide nucléique, à l'intérieur, il est enroulé sur lui-même. La capside également ici est un assemblage de capsomères protéiques. Exemple de virus à capside icosaédrique, c'est le virus de la poliomyélite. Virus, rappelez-vous, qui est responsable de la paralysie des jambes, qui a quasiment disparu de la planète Terre grâce au vaccin. Et il y a une personnalité célèbre qui fut atteinte de la poliomyélite, c'est le président Roosevelt, ici sur cette photo, portant une béquille. Ce président fut atteint de la poliomyélite pendant son mandat, durant les années 40. C'était le président des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'il était président, il fut atteint de la maladie. À l'époque, le vaccin n'existait pas encore. Et il existe des capsides complexes, telles que celles du bactériophage, qui ont une structure assez surprenante, constituée d'une capside icosaédrique protégeant l'acide nucléique, qui correspond à la tête, qu'on appelle la tête, entre guillemets, et d'une queue de type hélicoïdal qui se rétracte et des fibres caudales. Donc voici une photo prise au microscope électronique de bactériophages. On reconnaît facilement leur silhouette. Autre exemple de capside complexe, c'est celle du pox virus, virus responsable de la variole. Ce virus est constitué de plusieurs enveloppes, de plusieurs couches. Il est assez complexe. On ne peut le classer ni dans les virus hélicoïdales, ni avec les virus icosaédriques. Donc c'est un virus complexe. Et l'ensemble génome plus capside constitue ce qu'on appelle un nucléocapside. L'autre constituant n'existant que chez les virus enveloppés, c'est l'enveloppe, qui est l'élément le plus externe des virus enveloppés. Alors l'enveloppe, c'est une membrane phospholipidique. Donc ici, vous avez le nucléocapside
la capside avec à l'intérieur de l'acide nucléique. Alors, chez certains virus, l'acide nucléique est fragmenté. Chez d'autres, l'acide nucléique est continu. Chez certains, l'acide nucléique est fragmenté, comme c'est le cas dans cet exemple. Donc, vous avez l'acide nucléique qui est fragmenté, entouré de la capside. Donc, l'ensemble, ça forme le nucléocapside. Et vers l'extérieur, vous avez cette double couche en bleu clair de phospholipides. Alors, cette enveloppe, en fait, n'est pas synthétisée par le virus, mais elle dérive des membranes cellulaires hôtes. Ça peut dériver de la membrane cytoplasmique, de la membrane de l'appareil de Golgi ou encore de la membrane nucléaire. Et ces virus enveloppés, quand ils infectent une cellule, ils s'y répliquent et quand ils en sortent par des bourgeonnements et ils emportent avec eux un bout de la membrane cytoplasmique comme dans ce cas. Parfois, ils bourgeonnent à partir de la membrane nucléaire ou ils bourgeonnent à partir de l'appareil de Golgi. Et les glycoprotéines, ici en rouge, viennent s'insérer dans la bicouche lipidique. Glycoprotéines responsables de protéines d'attachement du virus. Et ces glycoprotéines sont codées par le génome viral, sont d'origine virale. Et ces glycoprotéines forment à la surface ce que l'on appelle des spicules ou spike en anglais. Et ça, c'est très important à noter. Retenez ceci. Les glycoprotéines responsables de l'attachement chez les virus enveloppés sont localisées sur l'enveloppe, à la différence des virus nus, chez qui les glycoprotéines d'attachement sont localisées au niveau de la capside. Exemple de virus enveloppé, vous avez le virus de l'herpès. Donc voici une photo prise au microscope électronique où l'on voit clairement l'enveloppe entourant le nucléocapside. Autre exemple de virus enveloppé, le coronavirus. Et on voit très bien les spikes ou les spicules à l'extérieur qui forment cette sorte de couronne, d'où le nom de coronavirus. Autre exemple de virus enveloppé, vous avez le virus du sida, virus HIV, on voit bien l'enveloppe et ici on voit bien les spikes ou les spicules qui ne donnent pas le même aspect couronné que comme dans le cas du coronavirus. Ce n'est pas le même aspect. Ici, ça forme une jolie couronne tout autour de l'enveloppe. Alors, en résumé, nous avons vu qu'il y a des virus nus et des virus enveloppés. Mais qu'est-ce que cela change-t-il d'avoir ou de ne pas avoir une enveloppe? Eh bien, cela change beaucoup de choses en termes de résistance des virus dans l'environnement. Car avoir une enveloppe rend les virus très fragiles. Pourquoi? Car l'enveloppe a la fragilité des membranes cellulaires. Et comme vous le savez, une membrane cellulaire en contact avec le milieu extérieur est très fragile à cause de la température et de la dessiccation. Eh bien, c'est ce qui se passe pour un virus enveloppé. Eh bien, c'est ce qui se passe pour un virus enveloppé. Dès qu'il se trouve dans l'environnement extérieur, son enveloppe se dégrade et par conséquent, il perd ses glycoprotéines qui lui permet de s'attacher à la cellule hôte. Et du coup, un virus qui perd ses glycoprotéines ne peut plus infecter de cellules et finit par mourir. Ces virus enveloppés ne survivent pas dans l'environnement. Et cette enveloppe, cette membrane externe est également détruite dans le système digestif à cause des enzymes et du pH du suc gastrique. Ce type de virus enveloppé ne risque pas d'être retrouvé dans les selles. Donc un virus enveloppé, il est inutile d'aller le rechercher dans les prélèvements de sel. À la différence des virus nus,
où les glycoprotéines responsables de la fixation sont localisées au niveau de la capside protéique, qui est beaucoup plus résistante. La capside, c'est une structure très résistante. Donc ces virus restent dans le tube digestif et peuvent s'y développer, même tels que les entérovirus. On peut donc les retrouver dans les selles et puis dans les eaux usées. Et c'est le moyen le plus efficace d'être disséminé dans l'environnement. Et ce type de virus nus, oui, on les recherche dans les selles. Voyons voir maintenant comment les virus sont-ils classés. Alors nous allons voir deux types de classification des virus. Il y a la classification des virus selon le Comité international de nomenclature des virus, qui classe les virus en utilisant trois critères. Le premier critère, c'est le type de génome. Est-ce un virus à ADN ou à ARN? Le deuxième critère est la symétrie du virus, c'est-à-dire est-ce un virus icosaédrique, c'est-à-dire cubique, ou hélicoïdal, ou encore complexe. Le troisième critère est la présence ou non d'enveloppe. Est-ce un virus nu ou un virus enveloppé? Et comme vous pouvez le voir, la classification des virus est beaucoup plus simple que celle des bactéries, où il faut faire toute une batterie de tests biochimiques et des tests sérologiques pour les classer. Là, pour les virus, c'est très simple de les classer et de les identifier. Voici la classification des virus à ADN. Donc là, il est inutile d'apprendre par cœur cette classification. Là, je vous la montre qu'à titre indicatif. Et voici la classification des virus à ARN, qui est un peu plus diversifiée, comme vous pouvez le constater. Là aussi, inutile d'apprendre par cœur. Le deuxième type de classification est celle de Baltimore-David, qui est un éminent virologue américain et qui a reçu le prix Nobel en 1975. Alors, David Baltimore a classé les virus d'une toute autre manière. Il les a classés en 7 familles, selon le génome seulement. On ne tient pas compte de la configuration de la capside ou de la présence ou non de l'enveloppe. Cette classification se fait selon le type de génome, ADN ou ARN, simple brin ou double brin. Alors vous allez me dire pourquoi il y en a 7 et pas 4. Car Baltimore a tenu compte du mode de transcription de l'ARN messager, c'est-à-dire comment le virus, à partir de son génome, il transcrit l'ARN messager pour synthétiser ses protéines. Et dans cette classification, on tient compte de la polarité de l'acide nucléique. Vous avez remarqué qu'on affecte des symboles positifs et négatifs. C'est la polarité. Alors, que signifie la polarité positive ou négative des acides nucléiques? Eh bien, notez ceci. C'est très important de noter. L'ADN de polarité négative, c'est l'ADN qui est transcrit en ARN messager. Et l'ARN de polarité négative, c'est en fait l'ARN messager, à partir duquel il y aura traduction en protéines. Donc si vous comprenez ça, tout le reste va être simple. Ainsi, le groupe 1 est un groupe de virus doté d'un génome de type ADN double brin. Donc, c'est le brin d'ADN de polarité négative qui est transcrit en ARN messager. Donc là, tout va bien. Le groupe 2. Ces virus ont un ADN simple brin, mais de polarité positive. Donc, il ne peut donc pas être transcrit. Le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc synthétiser d'abord l'ADN complémentaire qui a une polarité négative
Et c'est cet ADN de polarité négative qui est transcrit en ARN messager. D'accord? Ensuite, le virus de groupe 3. Ces virus ont un ARN double bras. Et c'est l'ARN de polarité négative qui va être utilisé directement comme ARN messager pour subir la traduction. Les virus du groupe 4 ont par contre un problème. Ils ont un seul ARN simple brin et de polarité positive. Ils sont donc obligés de synthétiser l'ARN complémentaire qui a une polarité négative pour être utilisé comme ARN messager. Les virus du groupe 5 ont un ARN de polarité négative qui est utilisé directement comme ARN messager. Alors, ces deux derniers groupes, ce sont des virus qu'on appelle des rétrovirus. C'est quoi des rétrovirus? C'est des virus dont le génome va s'intégrer dans le génome de la cellule hôte qui est infectée. Et ici, vous avez deux types de rétrovirus. Il y a un rétrovirus à ARN et des rétrovirus à ADN. Donc, ces rétrovirus à ARN, ils ont un problème. Ils sont à ARN. Comment vont-ils pouvoir intégrer un génome cellulaire qui est à ADN? Pas de problème pour ces virus. Ils ont trouvé l'astuce. Ils possèdent une transcriptase reverse qui leur permet de faire une transcription inversée. En anglais, on appelle ça reverse transcription, c'est-à-dire une transcription inversée. Ils synthétisent, à partir de l'ARN, ils synthétisent un ADN double brin. Donc c'est une transcription qui est faite à l'envers. Et cet ADN double brin va intégrer l'ADN cellulaire. Et à partir de cet ADN double brin, ils vont faire la transcription de l'ARN messager. D'accord? Et enfin, vous avez les virus du groupe 7 qui sont également des rétrovirus, mais à ADN double brin. Donc eux, ils s'insèrent directement dans l'ADN cellulaire et ils font la transcription de l'ARN messager. Donc essayez de reprendre chez vous à la maison tranquillement, de le faire de manière autonome, de reprendre cette classification de Baltimore. Donc voilà, nous avons fini le chapitre 1. Nous avons vu la structure virale, la classification des virus. Dans la prochaine capsule, nous verrons le mode de réplication ou de reproduction des virus. La reproduction des virus, on appelle ça réplication. La capsule est terminée et je vous remercie.